Dans cette séquence, on va parler du brassage interchromosomique. Le brassage interchromosomique qui explique les résultats obtenus dans le cadre de deux gènes indépendants. Donc, ça fait partie du cours de dihybridisme pour les 4e années sciences expérimentales. Ce brassage interchromosomique est souvent demandé dans les exercices de dihybridisme. Donc, on vous demande généralement de représenter le mécanisme chromosomique à l'origine de la diversité des gamètes d'un individu F1. Pourquoi est-ce qu'on choisit généralement les individus F1? Ce sont les doubles hybrides, les doubles hétérozygotes, qui produisent par ce brassage interchromosomique plusieurs types de gamètes, et on va donc montrer comment arriver à ces types de gamètes, comment distinguer ces familles de gamètes, quelles sont les proportions de ces gamètes, etc. Donc, l'élève sera amené à schématiser un certain nombre d'étapes de la méiose en relation avec ce brassage interchromosomique. Il faudra bien sûr commencer par une prophase 1, donc pour mettre les chromosomes et les allèles. Ensuite, vous allez être amené à représenter la métaphase 1, l'anaphase 1, la télophase 1, et finalement, la télophase 2 qui va donc produire les gamètes. Une petite remarque, dans le manuel scolaire de 4e année sciences expérimentales, on ne prend pas en compte cette métaphase 1. Donc, si vous voulez suivre le manuel, vous allez représenter la prophase 1 et directement l'anaphase 1 et la suite du schéma. Donc, c'est une remarque. Autre remarque. Parfois, les élèves préfèrent représenter les anaphases 2, c'est-à-dire la séparation des chromatides. Bon, j'ai choisi de ne pas représenter l'anaphase 2 parce que ça ne fait pas partie de ce mécanisme de brassage interchromosomique. Donc, je vais d'abord commencer par représenter les chromosomes et les allèles au niveau de la cellule mère. Donc, voilà un cas de dihybridisme. Une paire chromosomique porte le premier couple d'allèles grand A, petit a. Une deuxième paire de chromosomes porte les allèles grand B et petit b. Ce sont deux gènes indépendants. Voilà donc, ce sont deux paires chromosomiques différentes. Donc, dans votre schéma, vous allez utiliser de préférence deux couleurs. Origine paternelle et origine maternelle. Et vous allez placer les allèles du génotype sur vos chromosomes. Donc, pour les chromosomes en bleu et en noir, donc la grande paire chromosomique, ça représente la première paire au niveau du génotype. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre? Grand A. Le deuxième chromosome homologue, le voilà. Vous allez mettre donc l'allèle petit a. Donc, cette première paire chromosomique correspond à la représentation simplifiée au niveau du génotype. Donc, chaque trait horizontal, c'est l'un des chromosomes. Vous devez choisir un locus, une position bien déterminée que vous allez utiliser dans tout le reste de votre schéma. Pour le deuxième, donc la deuxième paire chromosomique, les allèles grand B et petit b. Donc, par exemple, grand B et petit b. Essayez bien sûr d'agrandir les schémas pour pouvoir mettre aisément les chromosomes et les allèles. Donc, plus la cellule est grande, plus le schéma est clair et vous risquez moins de commettre des fautes. En anaphase 1, donc comment se comportent les chromosomes? Il y a cette plaque équatoriale qui va apparaître. Donc, qu'est-ce que la plaque équatoriale de la métaphase 1 de la méiose? C'est la disposition des chromosomes homologues de part et d'autre du plan équatorial de la cellule. Donc, cette plaque équatoriale va apparaître un peu sous la forme d'une symétrie par rapport au plan équatorial de la cellule. Donc, je vais mettre, voilà le premier chromosome avec les allèles grand A, le deuxième chromosome de la deuxième paire avec les allèles grand B, et de l'autre côté du plan équatorial, chaque chromosome homologue va voir son homologue en face de lui par rapport au plan équatorial. Et donc, petit b et petit b. Pourquoi est-ce que j'ai représenté deux cellules, deux états dans cette métaphase 1? Eh bien, parce qu'en réalité, il y a une deuxième disposition possible, donc je vais mettre où? Ça veut dire que lorsque la cellule va s'engager en métaphase 1,
elle a un peu le choix entre deux situations possibles. Quelles sont ces deux situations? Donc voilà comment je vais représenter ce deuxième cas. Petit A donc, et petit b. Qu'est-ce que j'ai fait dans cette deuxième situation? J'ai gardé la première paire chromosomique exactement au même état et j'ai renversé les chromosomes de la deuxième paire de telle sorte que du même côté du plan équatorial, on va retrouver des chromosomes d'origine différente. Alors que dans la première situation, dans chaque moitié cellulaire, les chromosomes sont de même origine et voilà le sens même du brassage interchromosomique. C'est cette possibilité d'avoir deux cas différents en métaphase 1 selon que est-ce que les chromosomes du même côté sont de même origine ou bien sont d'origine différente. Autre élément très important dans ce schéma, ces deux situations en métaphase 1 sont équiprobables, c'est-à-dire que statistiquement, si on prend l'ensemble des cellules germinales contenues dans la gonade, bien sûr ce sont des cellules germinales qui évoluent par cette méiose, on va constater que statistiquement, la moitié des cellules germinales vont réaliser la première situation, alors que la moitié va réaliser la deuxième situation, et bien sûr ceci s'applique dans le cas d'un dihybridisme, on parle seulement de deux gènes. Donc si on va prendre en considération tous les gènes, par exemple, d'un être humain, on va constater qu'il y a vraiment un très grand nombre de cas possibles en métaphase 1 et c'est pourquoi on considère que ce brassage interchromosomique est un mécanisme de diversité. Un petit truc pour simplifier la représentation du reste des étapes. Donc voilà comment vous allez faire en anaphase 1 plutôt. Vous allez représenter bien sûr les chromosomes en ascension polaire. Donc voilà ce petit truc que je veux donner aux élèves. Vous allez représenter les chromosomes seulement par leur couleur. Donc ça fait gagner énormément de temps. Et ensuite, vous allez ajouter les allèles dans tous les schémas. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple. Et voilà donc la deuxième situation. Donc vous voyez que dans chaque lot de chromosomes, il y a des chromosomes d'origine différente pour cette deuxième situation, alors que dans le premier cas, les chromosomes du même lot sont vraiment de même origine. On a déjà obtenu 4 lots chromosomiques différents. Donc, au lieu de mettre les allèles en parallèle, complétez tous les schémas avec seulement les chromosomes et ensuite ajoutez les allèles sur les chromosomes. Voilà donc. La cellule va se diviser au niveau de son plan équatorial, donc partager le cytoplasme sur les deux cellules filles. Et voilà la répartition des chromosomes en télophase 1. Faites attention, si votre schéma est correct, les 4 cellules apparues en télophase 1 seront strictement différentes les unes des autres. Passons directement à la télophase 2. Donc, qu'est-ce qui va arriver en télophase 2? Les chromatides sœurs de chaque chromosome vont se séparer et migrer dans 2 lots différents. Donc, voilà ce qu'on obtient à la fin. Donc, voilà 2 chromatides sœurs séparées alors qu'elles appartenaient au même chromosome. Les 2 petites chromatides, ce sont les chromatides sœurs du deuxième chromosome. Et voilà donc. Qu'est-ce qu'on a obtenu donc par ce schéma? 4 familles de gamètes qui sont chromosomiquement distincts, donc vous voyez que les chromosomes ne sont pas les mêmes, de proportions équiprobables, donc 4 familles de gamètes, 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart, et ça explique, ce schéma explique l'équiprobabilité qui apparaît dans les gamètes produits par un individu de la F1. Donc, ces 4 types de gamètes sont subdivisés en 2 familles selon le contenu chromosomique. Les gamètes qui portent des chromosomes de même origine sont qualifiés de gamètes parentaux
alors que les gamètes contenant des chromosomes d'origine différente sont les gamètes recombinés. Je vais donc ajouter les allèles, vous allez voir, ça devient très simple. Donc, lorsque vous rencontrez dans votre schéma un grand chromosome ou bien une grande chromatide en rouge, ça porte forcément les allèles grand A. Voilà, donc ça devient très simple. Donc, grand A. Lorsque vous trouvez le petit chromosome en rouge, ça porte les allèles B, grand B. Donc voilà, grand B. Les chromosomes en noir. Donc, petit a. Le petit chromosome en noir, ça porte les allèles petit b. Petit b. Bon, le chromosome a été renversé, ça ne pose pas de problème. Et voilà, je crois que le schéma est complet. Donc, par ce schéma chromosomique, vous avez montré qu'un double hybride F1 est capable de recombiner ses chromosomes par ce brassage interchromosomique et d'obtenir donc des gamètes grand A grand B, des gamètes grand A petit b, des gamètes petit a grand B et des gamètes petit a petit b. Et c'est donc le mécanisme de diversité génétique constaté dans un cas de deux gènes indépendants. Dans une autre séquence, on va expliquer l'autre type de brassage, le brassage intrachromosomique qui intervient plutôt dans le cas de deux gènes liés.